Ça marche, vous m'entendez? Ça marche. Avec le nouveau micro, ça marche. Ça marche mieux. Enfin, les vieux nouveaux micros. Je sais pas comment les nouveaux micros. Bon, bref. En tout cas, ça marche, on est content. Et on est content que vous soyez là ce soir. Voilà. Enfin, moi, je suis tellement contente parce que vous savez que là, maintenant, je ne suis plus beaucoup presse-papier. Et donc, du coup, j'attends toujours avec impatience ces moments de rencontre pour vous retrouver tous et toutes. Voilà, donc, c'est trop chouette. Donc, merci d'être là, d'être fidèle à nos rencontres. Donc, merci Étienne de revenir. Voilà, après les envolées qui étaient là. Avec toi la dernière fois, qui était génial, c'était vraiment bien organisé. Et donc, du coup, te revoilà avec La vie meilleure, qui est un formidable roman étonnant et passionnant sur un sujet un peu improbable, mais les envolées, c'était déjà un peu improbable. Et c'est ça qui est formidable, c'est que vous arrivez à faire un roman, mais vraiment un roman, quoi. C'est une fiction à partir de cette histoire complètement dingue de Émile Coué. Donc vraiment un roman, enfin moi j'ai dévoré en 2 heures, peut-être un truc comme ça, j'ai pas pu le lâcher. Et autant vous dire, écrit comme ça, très classiquement, finalement, quelque part, mais passionnant, vraiment complètement improbable, vu qu'un sujet comme ça nous passionne à ce point-là. Voilà. Mais ça, c'est évidemment la littérature qui arrive à faire des miracles, et les écrivains. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et donc... alors, les petites annonces. Donc, les petites annonces, on va commencer déjà par celle-là. Comme ça, je m'en débarrasse. Corinne Royer, la prochaine rencontre le 19 novembre. C'est un mardi. Voilà. Novembre. Très joli texte. Ouais. C'est une histoire pour aimer la nature. Pour ceux qui aiment la nature, c'est vraiment des très belles descriptions de paysages. C'est une famille qui vit complètement dans la forêt, dans une petite cabane, et qui va devoir fuir ce petit paradis puisque c'est tombé dans le lieu où ils habitent. Je ne sais plus comment on dit ça, mais en gros, ils ne peuvent plus y habiter. C'est une zone protégée. On décide, parce que nous, on est très fort pour faire ça, c'est-à-dire changer d'un lieu magnifique, nature sauvage, d'en faire un lieu pour découvrir les animaux. Alors, touristique, évidemment, et donc, hop, on éjecte tous les gens qui sont sur le terrain pour pouvoir faire venir les touristes et leur proposer quelque chose de bien propre, de bien taillé, etc. etc. Voilà. Donc, ça raconte cette histoire-là qui est à la fois terrible, mais bon. Tellement dans l'air du temps, voilà. Et Corinne Royer, on l'avait vu faire venir pour Pleine Terre déjà, qui était un roman sur des rives d'un agriculteur, vous vous souvenez sans doute, qui était un très très beau roman chez Seuil. Voilà. Et donc, ça c'est les feuilles des rencontres. Alors je pense que vous les avez déjà, toutes nos rencontres, mais n'hésitez pas à les prendre à la fin. Je vais les reposer, hein, donc mais je vais lever la main. Et donc, en fait, il y a aussi le 23 novembre. Oui, alors le 23 novembre, on vous invite tous à une soirée de transmission de la librairie. Voilà, parce que voilà, ça va durer longtemps si tu transmets livre par livre. Non mais voilà, donc vous êtes tous conviés, il y aura sans doute des petites surprises. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y aura des choses dans la journée. Et le moment un peu fort, ça va démarrer à 18h, où là, on va boire un coup. On va, je sais pas ce qu'on va faire encore, des discours. Non, mais vous pourrez venir récupérer tous les cadeaux pour ceux qui ont participé à la campagne Ulule et qui ont sélectionné les récompenses avec cadeaux. Voilà.
Voilà, et moi j'ai juste une autre chose à dire, pardon, excusez-moi. En ce moment, on mène une action conjointement avec le syndicat de la librairie française et le Secours populaire pour offrir des livres à des familles et surtout des enfants qui n'ont pas accès à la culture. Donc le principe est simple, en fait, vous achetez un livre jeunesse supplémentaire lors de vos achats que vous nous laissez en caisse. Et nous, on redonnera ça au Secours populaire. L'opération dure jusqu'au 20 novembre, donc n'hésitez pas. Un livre jeunesse, donc de 0 à 14 ans. Voilà, 18. Donc, et puis, voilà, ça c'est la petite invitation pour le 23 novembre. Voilà, et on compte sur vous le 23, au moins à partir de 18h pour venir. Et il y aura des choses dans la journée aussi. Et ben voilà, on a fait les amis. Et on peut commencer la rencontre. Merci beaucoup. Oui, alors, oui, on regarde. Je serai toujours là pour les rencontres. bon, eh bien, merci Étienne d'être venu et revenu à la grande librairie, la petite librairie, au presse-papier. On t'avait reçu déjà pour ce premier roman formidable, Les Envolés, qui a eu d'ailleurs le prix le prix du premier roman. C'est le concours du premier roman, voilà, c'est ça. Là, pour le nouveau, d'ailleurs, il était aussi dans la liste du concours au départ. Maintenant, tu concours toujours pour le concours des lycéens, qui est un prix intéressant aussi. Mais avant ça, avant ces deux romans, dont on verra qu'ils ont peut-être quelques liens, tu avais fait aussi des livres avec Anne Bocquel, qu'on avait reçu ici pour son beau roman L'Enfant de la rage, une dame que tu connais bien, puisque c'est ta femme, et des livres sur des livres portant sur la vie les mœurs des écrivains, sur des considérations sur le langage. Par exemple, on en a un ici, là, en poche, Le Tu et le Vous, qui était très bien, enfin, des livres très intéressants, très amusants à lire. Le thème de ce roman-là, c'est sur la figure d'Émile Coué, que d'ailleurs on ne connaît pas très bien, enfin qu'on ne connaissait pas très bien jusqu'à lire son livre, bien que sa méthode soit très célèbre, soit connue, en tout cas dans les grandes lignes. Mais avant d'aborder la question de ce personnage, j'aimerais faire deux petites remarques de forme, enfin t'interroger sur ce qui précède en quelque sorte le texte lui-même. La première, c'est sur deux citations qui sont au début, une de Paul Valéry et une autre de Roland Barthes. D'ailleurs, on peut peut-être les lire pour les gens qui n'auraient pas le texte sous les yeux. Voilà, est-ce que je vais y parvenir? Oui, voilà. Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? Ça, c'est Paul Valéry. Et la phrase de Barthes, qui est connue aussi, qui est dans la préparation du roman. Voilà une définition possible du roman: célébrer ce qu'on aime. Porter secours et célébrer, est-ce que ça ne donne pas justement les deux ambitions possibles de ce roman? Merci infiniment Nicolas. Je ne sais pas si mon micro fonctionne, j'ai pas l'impression. Voilà. Des fois c'est mieux. Sinon. Des fois c'est mieux sans micro. Alors j'essaie d'abord avec le micro, vous me direz. D'abord et encore merci infiniment d'être venu. Je suis très heureux de retrouver le presse-papier et Argenteuil. Merci Catherine pour les mots si généreux que tu as eus pour ce livre, et merci Nicolas pour la préparation aussi fine, comme toujours j'en suis sûr, de cette rencontre. Alors oui, une question portant sur les deux citations mises en épigraphe. Ta question me fait plaisir puisque tu pars du principe qu'elles ont été bien choisies dans la mesure où elles éclairent le livre. C'est vrai qu'il y a cette phrase de Valéry qui dit que nous avons besoin du secours de ce qui n'existe pas. Et ça, c'est une phrase qui peut éclairer un petit peu ce qu'est la méthode Coué,
c'est-à-dire en gros le sujet du livre, le sujet prétexte, le sujet officiel évident du livre, et une phrase de Roland Barthes qui éclaire plutôt la démarche que j'ai adoptée, qui consiste à ouvrir un petit espace dans le roman pour quelqu'un qui n'est pas du tout Émile Coué, pour Irène, ma marraine, et un peu pour André, mon parrain. Un roman, ça sert à célébrer ce qu'on aime. C'est une phrase que je trouve magnifique, évidemment, chez Roland Barthes. Comme toujours, chez Roland Barthes, c'est une phrase qu'on pourrait discuter. Si je donnais ça en dissertation à mes élèves, évidemment, j'attendrais une part de réflexion critique pour expliquer qu'on peut tout à fait concevoir un roman qui n'a rien à voir avec les affections de la personne qui écrit. Mais pour Barthes, c'est le sens de ce que fait Proust. Proust écrit la recherche, en fait, pour parler de sa mère et de sa grand-mère. Et je trouve ça tellement beau que, sans vouloir me comparer évidemment ni à Barthes ni à Proust, c'est une phrase qui m'accompagne depuis longtemps. Et donc je me suis dit qu'elle désignait assez précisément ce besoin que j'ai ressenti de faire un hors-sujet en fait. D'ouvrir, je vous l'ai dit, un espace pour Irène et André dans ce livre. Alors, la raison un petit peu officielle, c'est qu'il y a un rapport au moins thématique entre la méthode Coué et l'histoire d'Irène et André, parce que je les ai toujours connus tous les deux très, très malades, très affaiblis, très malheureux en réalité. Donc ils sont un peu comme l'image moderne ou contemporaine des patients qui pouvaient aller voir Émile Coué il y a un siècle. Mais la vraie raison, c'est que ils sont rentrés dans les dernières semaines, les derniers mois de leur vie, au moment où je commençais à écrire sur Coué, et une préoccupation personnelle s'est mêlée à une préoccupation littéraire, et j'ai été heureux d'avoir l'occasion d'ouvrir le livre à quelque chose de plus grand que lui, c'est-à-dire de l'amour pour des personnes qui ont vraiment existé. J'avais également une question sur la forme du livre, parce qu'il y a trois grandes parties dans ce livre qui ne sont pas... On reconnaît là aussi le prof, hein. Il fait des corrigés de dissertation en trois parties. Qui ne sont pas choisies de façon anodine, je pense. La première sur l'invention de la joie. La seconde... Non, mais je crois que ça... Non, bah voilà, il ne fallait pas y toucher. Bon, voilà. Donc, la première sur l'invention, la mémoire, non, la méthode, pardon, et le second sur, disons, l'œuvre, le développement, le déploiement de l'œuvre d'Émile Coué. Et ces trois... Ces trois termes m'ont fait penser à ce que pouvait être la rhétorique dans la... Parce que la rhétorique a un peu ces trois mouvements qu'on appelle peut-être autrement, en termes un peu savants, on appelle ça l'exorgue, la narration, c'est-à-dire la péroraison, enfin bon bref, ou parfois on dit c'est l'invention, etc. Bon bref. Et donc c'était simplement pour savoir si ces trois parties correspondaient à une idée que tu te fais du roman qui peut être aussi une rhétorique, une entreprise rhétorique de la fiction, de la part. Alors, si on entend la rhétorique de manière extrêmement large, comme une manière de codifier la parole pour la rendre efficace, parce que la rhétorique a été inventée pour pouvoir persuader et convaincre les gens, je suis d'accord. Mais rhétorique, c'est un mot qui peut faire peur aussi, qui peut paraître un peu poussiéreux. J'ai pas voulu concevoir le livre comme un manuel figé, quoi, dogmatique. Donc, oui, jusqu'à un certain point. Oui. Ce livre commence, alors voilà, le premier thème que je voulais aborder, sur l'image, et l'image au présent. Pourquoi ? Parce que la façon dont on rentre dans le livre, on va parler peut-être de l'art de commencer, tout simplement, l'art de commencer un roman. C'est comme en quelque sorte aller à
approcher son sujet. Et pour qu'on le comprenne bien et qu'on commente un peu après, est-ce qu'on pourrait lire par exemple les 2 premiers paragraphes du début? Jusqu'ici, très bien. Le micro. Il n'existe aucune image de cet instant précis, aucun film, aucune photo. On ne peut qu'imaginer ce bleu, ce rose, ces lueurs douces sur les masses sombres qui viennent d'apparaître à l'horizon. Quelques minutes encore et les masses seront toutes proches, scintillantes par endroits, nettement découpées sur le ciel. Sur le pont, les passagers pousseront des cris de joie, plisseront les yeux vers la lumière. 8 jours qu'ils attendent ça, la statue, les gratte-ciel, tout un monde vertical et aérien. Aucun film, aucune photo. S'il y en avait, on n'y verrait que du gris, du noir, du blanc. Ça se passe il y a un siècle, le 4 janvier 1923. Le soleil pointe, le Majestic achève sa traversée. C'est le plus gros paquebot du monde. 2000 personnes sont à son bord, montées pour les unes à Cherbourg, pour les autres à Southampton. Tu veux que je commente Non, j'avais une question, mais si tu veux commenter directement. D'abord pour la question de l'image, tu as suggéré tout à l'heure que les 2 romans, Les Envolés et La Vie meilleure, se répondent. Et en fait, absolument, c'est un diptyque. On a 2 romans sous la figure de l'inventeur d'un parachute qui ne s'ouvre pas, et l'inventeur d'une méthode thérapeutique dont je ne dirais pas qu'elle ne fonctionne pas, mais dont on va dire qu'elle fonctionne moins que l'espoir qu'on pourrait placer dans cette méthode. Et ces 2 hommes sont à peu près contemporains. Et le roman précédent, Les Envolés, était complètement obsédé par les motifs de l'image, parce que la porte d'entrée qu'on a vers Franz, qui est le héros des Envolés, c'est un petit court-métrage, un film d'1 minute 37, qui a été filmé en 1912, et qui enregistre à jamais la chute, la mort de cet homme. Donc, insister sur l'absence d'image, ici, c'était assez facétieux, en fait. Je me suis un peu amusé à retourner les Envolés. Et juste après la première apparition d'Émile, ce sera appuyé à la rambarde du paquebot. La rambarde était un autre motif obsédant de cet homme qui passe par-dessus la rambarde de la Tour Eiffel. Et j'ai aussi insisté sur l'imagination. Il n'y a pas d'image, donc on peut l'imaginer. L'image et l'imagination, ce sera en fait l'un des sujets possibles de ce roman, puisque la méthode Coué repose sur le pouvoir de l'imagination. Voilà. C'est un peu un raccourci de roman. Et cette question de l'image, d'ailleurs, est intéressante parce que tu démarres en disant il n'y a pas d'image de ce moment quand il arrive. Alors, on se dit, tiens, c'est un peu l'inverse des Envolés, mais en fait, le chapitre se termine sur un opérateur d'actualité, probablement, qui vient filmer, et donc c'est pour ça qu'on a ce petit film que vous avez peut-être vu à la Grande Librairie ou sur YouTube, où on voit quelques secondes de Coué. Donc finalement, on retrouve ce lien quand même, quoi. Chassé naturel, il revient au galop. Et on n'a pas d'image du moment d'arrivée du bateau, mais après on a l'image de Coué qui descend du bateau et qui est assailli par une horde de journalistes. Et alors, dans ce que tu viens de dire, qui est très... dont tout le monde aura apprécié, je pense, la beauté du style et à la fois la douceur, quoi, la tendresse de cette arrivée. Je me suis dit en le lisant, mais c'est curieux parce que on n'a pas d'image, mais pourtant l'image on la voit, on la connaît. Et pourquoi est-ce qu'on la connaît? Alors je pense que ça vient du fait le film Le Migrant de Chaplin, qui décrit exactement cette arrivée à New York avec tous les migrants et tous les personnages qui sont, parce qu'en fait les gens qui sont embarqués sur ce bateau il y a à la fois des célébrités, certains, par exemple, il y a Stanislavski, ce qui m'a fait penser que c'était aussi un peu le théâtre du monde qui se retrouvait sur ce bateau, mais aussi des tas de gens anonymes, et la fonction de ce roman, c'est aussi de nommer les anonymes. Et voilà, et donc, où est ma question? Oui, enfin, bon, bref. Sinon, il y a une référence cinématographique qui est moins prestigieuse que Charlie Chaplin, c'est Fantomas contre Scotland Yard,
Il y a un moment où De Funès arrive et descend du bateau, et puis il y a plein de caméras qui attendent une star de cinéma qui est derrière lui. Mais il est convaincu que c'est pour lui que tout le monde est là. Parce que les journalistes américains qui racontent l'arrivée de Coué à New York racontent une scène assez proche, mais qui est en fait l'inverse, puisque Émile Coué voit qu'il y a plein de journalistes, et il se dit mais ils attendent qui ces journalistes? Et en fait c'est lui qui a été attendu parce qu'il a été accueilli vraiment comme une superstar aux États-Unis. Et avec la simplicité désarmante qui est la sienne d'après tous les témoignages, ben, il tombe des nues en fait en disant que c'est lui complètement. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, ou alors c'est le lecteur qui rajoute ça, qui me le dira, quelque chose qui n'est, là encore, qui n'est pas dit dans le texte, mais qui est en quelque sorte supposé par notre imagination, c'est que tu parles de ce grand paquebot dont tu dis c'est le plus grand paquebot du monde, il est parti de Cherbourg, il a fait escale à Southampton. Alors évidemment ça nous fait penser à un autre grand paquebot qui a fait le même voyage et qui était forcément dans toutes les têtes à cette époque-là. Et je me demandais si cette arrivée triomphante, cette arrivée fastueuse, elle ne portait pas en germe un naufrage qui va être le naufrage de sa méthode, peut-être. Alors voilà une idée que je vais m'approprier sans vergogne pour les prochaines rencontres. Je n'avais pas du tout conscience d'un dialogue possible avec le Titanic, mais on met dans des livres des tas de choses qu'on n'a pas conscience d'y mettre ou d'y glisser. J'aime énormément cette idée, qui rend le livre beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est, parce que ça fait croire que j'ai été capable d'envisager ce scénario, effectivement, mais ça crée vraiment du sens. Parce que ce qui m'a attiré vers Émile Coué, même si c'est un peu paradoxal ce que je dis, c'est que aujourd'hui on le regarde un peu comme une sorte de perdant. Ce qui n'est pas entièrement vrai, parce que il y a des gens qui croient très fort encore en sa méthode Coué et qui éprouvent une sorte de reconnaissance à son égard. Et de son vivant, il a une vie assez longue, bien remplie, et il est vraiment célébré à la fin de sa vie. Mais en général, l'expression méthode Coué nous fait plutôt sourire. On peut penser à ces sketchs d'humoristes, je vais bien, tout va bien, etc., qui tournent en dérision en fait. La pensée positive ou la répétition inlassable de formules mantra. Au regard de l'histoire, cet homme qui est une superstar à la fin de sa vie est devenu une figure un peu maladroite, un peu grotesque, mais touchante par la même. Et ça crée un point de contact de plus avec Franz, le héros des Envolés, parce que l'une des choses qui m'ont vraiment bouleversé avec cette vidéo de 1912, c'est qu'on la voit sur Internet aujourd'hui. Et on a accès aux commentaires des internautes sur YouTube ou ce genre de site en dessous. Et en général, les commentaires, le traitent comme si c'était Charlie Chaplin. Et donc, s'amusent, mettent des smileys hilars, ou se moquent du pauvre Franz en disant mais quel débile, etc., ce genre de choses. Et le fait que que tant de gens n'aient pas vu l'humanité désarmante de ce Franz, m'a attiré vers lui. Et Émile prolonge un petit peu ce type de personnage du perdant désarmant. Enfin, pour terminer sur ce tout début, une chose m'a frappé, mais qu'on va retrouver ensuite dans la suite du livre, c'est l'emploi des temps, parce que presque tout le livre est écrit au présent, alors que c'est un livre qui raconte, généralement quand on fait un flashback pour raconter la vie de quelqu'un, on est dans la position de celui qui connaît déjà la fin de l'histoire, donc on parle à l'imparfait, ou enfin on emploie ce genre de temps. Or, sur le tout début, il y a une petite incertitude sur les temps, parce que tu emploies un peu tu joues un peu, c'est pas tout à fait du passé, pas tout à fait du futur, parce que bientôt il va faire ceci, cela, mais bien vite on passe au présent, mais un présent qui a une sorte de valeur de passé. C'est un présent qui va devenir, et en même temps ça nous raconte quelque chose de passé. Est-ce que ce choix du présent, j'imagine, n'est pas anodin, ou c'est un présent qui essaie de rendre les choses un peu plus présentes, tout simplement. Un présent de narration, mais qui donne plus de dimension visuelle à ce qu'on peut raconter. Et peut-être aussi un présent de répétition, qui est une des valeurs aussi du présent, puisque c'est un livre qui est hanté par la répétition, précisément parce que la méthode Coué,
c'est la répétition inlassable de formules mantra. Donc j'essaie de m'approcher aussi des personnages à travers l'écriture. Juste une petite anecdote qui... Pardon, bah sinon, on s'écoute après et je raconte mon anecdote. Toujours sur... C'est un peu lié au présent et c'est lié au rapport aux images. Les dernières semaines, j'ai rencontré beaucoup de lycéens dans le cadre du prix Goncourt des lycéens. Et les élèves me posent des questions qui assez souvent sont très inattendues. Et un élève a dit, en gros, avec ces mots, qu'il avait l'impression, en lisant mon livre, de retrouver les photographies dans les films Harry Potter, où on voit des personnages qui bougent un peu puis qui s'en vont. Et je ne sais pas si vous avez vu ces films, voilà. Mais j'ai trouvé ça délicieux comme comparaison, ça m'a beaucoup touché, et ça m'a paru en fait assez juste. Des images qui bougent, qui s'effacent aussitôt, parce qu'on est vraiment dans le domaine de l'hypothèse, de l'incertitude, du doute. Mais... Je sais pas si je réponds. Bon, c'est pour plaisir à raconter cette histoire, pardon. Voilà pourquoi j'ai retrouvé pourquoi cette histoire m'intriguait, de présent, etc. C'est parce que j'ai trouvé que dans tout le livre, Émile Coué est quelqu'un qui a un rapport, disons, difficile au temps, à la fois dans la façon dont ça passe, et aussi parce qu'il traverse le temps, enfin il traverse son époque en étant, disons, le contemporain de son époque, mais pas tout à fait l'homme de son temps non plus, quoi. Il est un peu... il reste un peu un homme du 19e, quoi, disons. Et bon, enfin c'est ça qui m'intriguait un peu. Mais peut-être est-ce qu'on peut parler tout de suite, d'abord pour le présenter, de qui est Émile Coué, puisque raconter le roman d'un homme, c'est d'aller à sa rencontre, et peut-être de commencer par son enfance et sa jeunesse, qui est très importante, notamment avec la figure de son père. Émile Coué est né en 1857, c'est vraiment un homme du 19e siècle, dans la ville de Troyes. Son père est cheminot. À l'époque, on dit agent d'équipe au chemin de fer. Et Émile, qui voulait devenir chimiste, et orienté vers la pharmacie par son père, pour que le coût des études soit moindre, puisque l'apprenti pharmacien est très vite, du moins à l'époque, pris en charge, logé, nourri, etc. Casé, en quelque sorte. Le moment décisif, après je reviens sur l'enfance, mais le moment décisif du parcours d'Émile Coué, et des récits de l'époque le racontent, c'est quand une femme entre dans son officine pour lui demander un traitement qu'il n'est pas autorisé à lui donner, et qu'il choisit de recourir à l'effet placebo. C'est-à-dire que concrètement, il va dans son arrière-boutique, à cette époque où les pharmaciens sont encore beaucoup des arboristes, des artisans, des gens qui créent en fait les produits qu'ils vendent, qu'ils fournissent. Et donc ils bricolent une sorte de remède aromatisé, parfumé, coloré, je sais pas quoi, en le tendant à la dame, en lui disant que c'est extrêmement puissant, qu'elle doit prendre 2 ou 3 gouttes maximum, et que ça va lui faire du bien. Et cette femme est enthousiasmée, le lendemain revient pour le remercier, et c'est un moment qui est vraiment décisif pour Émile Coué, qui redécouvre dans son coin, en quelque sorte, le pouvoir de l'imagination, et ça va l'amener à s'éloigner petit à petit de son domaine de compétence, la pharmacie, pour se positionner sur le terrain de la psychologie et de la psychothérapie. Mais la question portait plutôt sur ce qu'il y avait un peu avant, sur l'enfance, sur le père. À propos de cette femme, ça me rappelle quelque chose. C'est que tu utilises l'expression au début du livre, à propos de quelque chose d'autre, de la méthode Kies, c'est-à-dire c'est-à-dire ne pas être à l'écoute de quelqu'un. Là, c'est le contraire. Lui, il se met à l'écoute des autres, mais lui, c'est vraiment la méthode qui est, quoi, en fin de compte. C'est la méthode qui est, et l'exemple de cette femme est tout à fait parlant. Et je voulais citer cette phrase d'ailleurs qui est assez caractéristique. À propos du visage, parce qu'on se reflète toujours un peu dans le visage des autres, évidemment. Notre visage n'existe pas. Il est fait de tous les autres. On y voit
que ceux des autres. Et, me semble-t-il, il y a un effet miroir là qui nous évoque aussi cette image du miroir qui est le roman, se regarder dans le roman, se regarder dans le miroir des autres, etc. Je ferme ma question parce qu'on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a une scène qui est très intéressante avec le miroir. Bon, enfin bon, bref. Et donc, pour en revenir aux parents, le père a un nom sur lequel tu veux peut-être disserter. Oui, le père d'Émile Coué s'appelait Exupère. Exupère Coué de la Châtaigneraie. Alors, j'ai été intéressé d'abord par le nom aristocratique de la Châtaigneraie. C'est une famille de la noblesse bretonne. Le propre père du père était juge de paix, maire du village, etc. Et la génération d'avant, on est avant la Révolution, nous met en face de gens qui ont des fonctions importantes, sénéchal, du bailliage, je ne sais plus quoi, enfin des charges associées à la noblesse. Et c'est assez intriguant, en réalité, de voir comment cet homme qui est noble est cheminot. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas de documents, mais il a dû connaître la ruine, peut-être en 1830, peut-être en 1848, peut-être pour une autre raison. Et j'ai prêté du coup à cet homme un sentiment de déclassement social par rapport à ses pères et par rapport à ses frères aussi, même si j'en parle pas dans le livre. Et ce qui étaye un petit peu cette lecture, c'est que dans tous les documents signés par cet homme, de la Châtaigneraie n'apparaît jamais. Ce qui fait que Émile Coué, en fait, n'a jamais lui non plus repris la particule. Ça devient Coué, le nom se raccourcit. Il n'est pas assumé, en fait, cette origine aristocratique et être rangé par un sentiment d'échec. J'ai vu des photographies de cet homme, qui a l'air assez sévère, en réalité comme tous les hommes de l'époque, et il y a ce prénom, Exupère, qui m'a beaucoup intéressé. Exupère, j'y entends une sorte de père exaspéré, ou de père écrasant, de super père, de père au carré. Et je crois que c'est beaucoup le prénom de ce personnage. Exopère, comme un exosquelette qui pèse sur Émile, parce que Émile est tétanisé par son... Oui, c'est vrai. En tout cas, je m'appuie sur tout ça parce que, encore une fois, c'est un roman, c'est pas une biographie, c'est pas un essai. Je dis dans le texte, j'imagine, je fais du Coué. Parce que la méthode repose sur l'imagination, alors je déplace un petit peu le sens du mot, en disant que c'est aussi l'imagination de la personne qui écrit et qui va inventer des choses qui ne sont pas attestées. Et donc, à partir de là, j'imagine le caractère du père comme extrêmement sombre, alors que la mère, Catherine, incarne quelque chose de beaucoup plus heureux. Catherine est la fille d'un calandreur. Et un calandreur, c'est un ouvrier qui fabrique du papier, qui lisse du papier. Et là, il y a le rapport à l'écriture, à l'imagination, à quelque chose de plus heureux, sans doute, que le sentiment d'échec du père, qui est obsédé par sa montre, par les chiffres, par les heures de train à respecter, ce genre de choses, par la mélancolie des gares, pour parodier un peu Flaubert. Et donc Émile évolue entre ce père très sombre et cette mère qui apporte la lumière. Et je crois que tout son caractère ensuite, dans la suite de sa vie, du moins dans le roman, c'est une sorte d'oscillation entre ces deux pôles. Une tentative pour nourrir, entretenir, créer la joie. Mais la joie n'est jamais donnée d'elle-même. La joie n'est que le revers de la détresse, de la souffrance, de l'échec, de choses beaucoup plus sombres. Aussi bien dans le parcours d'Émile Coué que dans les personnes à qui il peut s'adresser. Cette mère a une phrase qui va devenir un leitmotiv dans le livre et qui sera repris par plusieurs personnages. Tu voulais dire non, c'est... Oui, c'est ça. C'est quoi déjà? La joie se ramasse, la joie se cueille, et plusieurs personnages vont redire cette phrase à divers moments. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé La Grande Librairie, mais à la fin de l'émission, Valérie Perrin, dans son discours face à la caméra, a repris, elle aussi, la phrase, puisque la chute de son texte était « cueillir la joie ». Et en fait, une citation de mon livre, mais elle m'avait prévenu, juste avant, qu'elle allait... Oui, elle était très très gentille pour... voilà.
Donc elle m'a dit qu'elle reprendrait cette phrase. Alors oui, cueillir la joie, alors rien de sensationnel, la phrase en réalité, je veux dire, on entend un peu carpe diem, cueille le jour, et ça, ici c'est la joie, et ça introduit une métaphore florale qui court dans tout le livre, puisque Émile Coué épousera plus tard Lucie, qui est la fille d'un horticulteur et d'un pépiniériste, qui a créé des fleurs, et qui plus encore a donné des noms à des fleurs qu'il a créées. Le beau-père d'Émile est une sorte de poète dans son domaine, comme Émile le sera un peu dans son domaine aussi, sauf que lui, ce ne sera pas les fleurs qu'on nomme, mais ce sera les mots, le pouvoir des mots, et essayer de planter une petite graine positive dans l'esprit de ses patients, pour que cette graine puisse grandir et fleurir sous la forme de joie. Alors, avant de parler de sa femme Lucie, qui est vraiment un personnage tout à fait exaltant et qui est très, très riche, et une personnalité très riche, très poétique. Une petite... Alors là, je m'égare peut-être complètement, mais il y a une chose à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser, et je pense que tous les amoureux de littérature ont dû y penser en lisant ce livre et en voyant les dates d'Émile, parce que les dates de naissance, c'est 1857 et il meurt en 1826. Or, 1926. oui, bien sûr, oui, 1926, bien sûr. Et c'est curieux parce qu'on disait tout à l'heure, il traverse son époque, mais sans être tout à fait de son temps. Par exemple, il passe complètement à côté de Freud, alors que ça devrait l'intéresser au premier chef. Enfin, puisqu'il est un peu dans ce truc-là. Enfin, non. Il n'y a pas beaucoup de gens en France qui connaissent Freud avant la toute fin des années 20. Il a été quand même traduit tardivement. Voilà, bon, je ne suis pas spécialiste de questions, mais je me souviens d'un texte notamment d'André Gide dans les années 20, où on voit bien que Gide pose la question de l'inconscience sans du tout connaître l'apport scientifique de Freud. Et c'est vrai que ces deux hommes qu'on a envie de rapprocher, ils sont nés à 1 an d'écart, ils auraient pu se croiser, parce qu'en 1885, Freud est allé à Nancy. Nancy, qui est la ville d'où vient Madame Coué, qui est la ville où il va vivre de longues années, puis il est mort à Nancy, Émile Coué. Mais à cette époque, Coué est encore à Troyes et pas à Nancy. Mais ils avaient des connaissances communes, puisque Freud est venu à Nancy pour rencontrer le professeur Bernheim et le docteur Liébaud, qui étaient deux grandes figures de la médecine, de la psychothérapie. Le mot apparaît à l'époque, la psychothérapie à l'époque, et aussi bien Liébaud que Bernheim pratiquaient l'hypnose thérapeutique, que Freud pratiquait lui aussi à Vienne. Et il voulait voir comment on faisait ça à Nancy, puis à Paris, aussi. Et de même que Coué, Freud a fini par s'éloigner un peu de l'hypnose, en partant du principe qu'on obtient des résultats plus profonds quand on n'essaie pas à toute force d'endormir le sujet, mais qu'on laisse la place à une parole qui est censée se libérer d'elle-même. Coué, qui a pratiqué l'hypnose pendant pas mal d'années, a fini lui aussi par ou bien s'enlacer, ou bien considérer que c'était une perte de temps, d'énergie, je ne sais pas trop quoi, mais ça passe un peu de mode en réalité l'hypnose à la fin du 19e siècle, même si aujourd'hui c'est revenu quand même en force. Mais voilà, il y a beaucoup de parenté. Il y a aussi une différence alors très profonde. La méthode Coué, mise au point par Coué un peu plus tard, seulement dans les années 1910, part du principe que nous avons un pouvoir d'action conscient sur nous-mêmes. C'est tout simple en fait. Pour être en bonne santé et pour être heureux, il faut commencer par imaginer qu'on est en bonne santé et qu'on est heureux. Et pour obtenir ce résultat, il faut s'auto-suggestionner, ce qui passe par la répétition de formules qui sont un peu comme des mantras. Il y a une formule toute faite dont on pourra reparler, qui est tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, mais on peut s'inventer ou ces formules en fonction du trouble psychique, médical, enfin bref, auquel on est confronté. Et pour Coué, tout ça on le fait de nous-mêmes. Alors que le postulat de la psychanalyse,
c'est que nous n'avons pas de réel pouvoir d'action sur nous-mêmes, que les choses se jouent à un niveau infiniment plus profond, qui est celui de l'inconscient. Il y a une divergence radicale ici. Effectivement, par exemple, Imran 26, qui est l'apogée du surréalisme qui s'est vraiment intéressé de près là à Freud, par exemple. Mais l'autre date, c'est 1857. Et alors, ça, je me suis dit, 1857, c'est la date de Madame Bovary. Or... Et les fleurs du mal. Et des fleurs du mal, bien sûr. Mais Madame Bovary, ça m'arrange mieux parce que il y a un pharmacien dans Madame Bovary. Et c'est le monsieur Homais, et je me suis dit qu'il y a un personnage assez médiocre. Et dans l'espèce de reproche permanent que lui fait son père, de lui dire non, pas toi, etc., il y a un peu cette déception de dire qu'il n'est que pharmacien. Et en outre, Homais, eh bien, par exemple, pour ce qui concerne Freud ou d'autres choses, eh bien, Émile Coué, Homais. O-M-E-T, oui. Enfin bon, bref. Un détail, mais... J'ai quand même plus de tendresse pour Émile Coué que pour Homais, qui est quand même un personnage médiocre, mais pire que ça, un personnage diabolique. Il y a un texte de Pierre Michon qui est très brillant, qui fait remarquer qu'à sa première apparition dans Madame Bovary, Homais porte des sandales de couleur verte. C'était pas sandales, mais des chaussures en tout cas de couleur verte. Et le vert, c'est la couleur du serpent, du diable, du démon. Et à la toute... Oui, mais pas ici. Et à la toute fin du roman, on apprend, alors tout le monde est mort, donc les personnages sympathiques sont morts. La petite fille Berthe travaille à l'usine alors qu'elle n'a pas 10 ans. Et Homais fait une clientèle d'enfer. Il y a le mot d'enfer qui est à prendre au premier degré pour Pierre Michon. Donc, bref, Homais est terrifiant comme personnage en réalité. On a déjà parlé tout à l'heure de la parole, là tu en as parlé, de la force de la parole, de sa découverte, par exemple avec cette cliente de la pharmacie. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi chez Émile Coué quelque chose qui tourne à l'obsession, parce que lui-même note toute la journée ses impressions, il est toujours dans sa méthode, jusqu'à en devenir un peu, non seulement sourd, mais un peu sourd aussi à des solitudes. Alors, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est les solitudes chez les gens qui viennent le consulter, mais les solitudes, disons, plus proches, il ne les voit pas, comme par exemple celle de sa femme qu'il ne sent pas tout à fait, enfin, qu'il ne sent pas très bien. D'ailleurs, à un moment, elle est très mal pour une histoire qu'on ne va peut-être pas dire, mais où il dit... Jean Racine, oui, bah ça sera peut-être, on ne sait pas ce qui peut arriver, ça sera peut-être mieux dans un mois, dans un an. Voilà. Comment se fait. J'ai parlé tout à l'heure de tendresse pour Émile Coué, mais mon projet n'est pas d'en faire un symptôme, de le réhabiliter ou je ne sais pas quoi. Je garde évidemment une distance raisonnable par rapport au véritable personnage historique et par rapport au personnage qui se trouve dans le roman. C'est vrai qu'il y a une part d'aveuglement chez cet homme, d'aveuglement et d'immaturité. Il a l'énergie de l'enfant infatigable qui passe son temps à jouer en réalité, à jouer et puis à jouer un peu avec les gens. Parce que la promesse de guérison qu'on fait à quelqu'un, ça peut prendre la forme d'un pari. Il y a un moment où lui dit mais on ne peut pas faire ça, il a la chance, Émile, il promet la guérison à quelqu'un qui va effectivement guérir. Il est peut-être pour rien d'ailleurs, mais il a de la chance, mais ça peut être évidemment une maltraitance de jouer avec les attentes, les peurs, les détresses des gens. Et il ne voit pas forcément la détresse de son épouse, du moins à ce moment-là. Il y a une part d'aveuglement. L'aveuglement, je bien souvent, dans ma recherche documentaire, j'ai pu me rendre à Nancy, dans la maison qui habitait Émile Coué, qui appartient aujourd'hui à des descendants un peu éloignés, enfin pas directs, des arrière-petits-neveux. Et dans la maison, il y a quelques documents, il y a des lettres, et il y a des petits calepins. Enfin, il y a un calepin, j'exagère. Il y a un calepin
dans lequel Émile Coué a noté le nom, l'adresse, l'âge et la pathologie des personnes qui venaient le voir. Donc, pour l'histoire de la médecine ou des pratiques thérapeutiques, c'est un document qui est très intéressant. Moi, je l'ai abordé en romancier. Et ce qui m'a frappé dans ces documents, c'est l'aveuglement d'Émile Coué. Parce que assez souvent, à côté du nom et de la maladie, il y a écrit guéri. Guéri. Troubles ophtalmiques, guéri. Dysenterie, guéri. Tout. Même si dans les textes publiés, en général, il prend des précautions, il explique que la méthode Coué ne peut accompagner que dans la limite du raisonnable, qu'elle ne guérit pas les cancers, ce genre de choses, etc. Qu'elle peut évidemment faire du bien, il ne faut pas trop en attendre. Mais là, dans ces petits calepins, il est à fond, quoi. Et juste à côté de ce calepin, il y a un classeur dans lequel des coupures de presse sont rassemblées. Et c'est Lucie, c'est Madame Coué qui a tenu ce classeur à jour. Et elle a continué après la mort, d'ailleurs, de son mari. Ce qui est évidemment bouleversant en soi de toucher ces bouts de papier qu'elle a collés elle-même avec amour, etc. Et sur l'un de ces papiers, il y a une phrase qui a été barrée par Lucie. Et cette phrase, c'est un propos qu'Émile Coué, d'après le journaliste, a tenu un jour dans une conférence à Paris. Et cette phrase, c'est « La méthode Coué soigne tout, virgule, même les cancers ». Ce que justement, il ne dit pas dans les textes officiels. Et donc, même les cancers, c'est rayé par madame, et elle met une petite note en dessous. « Monsieur Émile Coué n'a jamais prononcé ces paroles ». Ce que je trouve passionnant à plein d'égards, on sait que Lucie n'accompagnait pas son mari dans les déplacements un peu loin. Qu'elle n'allait pas à Paris et qu'a fortiori elle n'allait pas à l'étranger. Donc elle n'était pas là, elle n'a pas entendu ce qui s'est vraiment dit. On ne peut pas exclure qu'Émile, dans le feu de l'action, pour correspondre à son personnage, pour offrir quelque chose aux gens qui attendaient une parole d'espérance de sa part, ait vraiment dit ça. Et il est tout à fait possible que le journaliste n'a rien compris ou ait été un peu malveillant, etc. En tout cas, ce qui est très touchant, c'est que Madame Coué veuille absolument rétablir la vérité, ou sa vérité, sur son mari. Elle se soucie de ce qu'on dira de lui, plus tard. Elle pense à la postérité. Elle n'écrit pas ça pour la famille, elle n'écrit pas ça pour les enfants, il n'y en a pas, ils n'ont pas eu d'enfants. Elle écrit ça pour nous. Elle écrit en partant du principe que des décennies plus tard, il y aura des gens assez fous pour écrire sur Émile Coué, ce sera encore une figure familière aux gens, et qu'il faudra faire très attention à ce qu'on pourra penser de son cher mari à ce moment-là. Et là aussi, c'est une forme d'aveuglement par rapport à ce qui est devenu Émile Coué. Mais cet aveuglement est très beau parce que c'est tout simplement une forme d'amour de vouloir sauver comme ça la mémoire de son mari. Allons-y alors, parce que c'est aussi un très grand roman d'amour. Moi, il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est sur les tout débuts de leur relation. Si tu je pense que ça commence très bien. Ils se frôlent avec d'infinies pudeurs. Ils découvrent l'un et l'autre le poids d'une chevelure, la tiédeur d'une peau, la grande fatigue après l'amour. Ils découvrent les faux pas, ce qu'il ne fallait pas dire, et combien l'on dépend toujours les uns des autres. Le soir, ils vont marcher. Émile veut qu'elle sache tout des lieux de sa jeunesse, les rues longues, l'immeuble où vivaient les grands-parents, les quelques marches qu'il enjambait sur le chemin de l'école. Il a peur parfois qu'elle ne voie pas leur magie, qu'elle se lasse ou s'agace, mais non. Elle les adopte, les quelques marches et les façades d'autrefois, le vieux canal, les cercles dorés sur la Seine, la silhouette un peu pataude de la cathédrale, où parfois, avec Catherine, il va se mettre à genoux. Émile les accompagne quand il peut. Leurs prières sont les mêmes, un enfant. Ils en rêvent depuis le premier jour, quand le soleil se lève, quand le soleil se couche, aujourd'hui, peut-être ou demain. Lucie tournera son visage vers Émile et dira « ça y est, je le sens ». En attendant, Émile bâtit des plans à n'en plus finir. Le berceau là, une chambre à l'étage, il faudra faire des travaux, abattre une cloison, percer une fenêtre pour la lumière. Et le voici lancé. Il décrit, il raconte, la voix chaude et toujours plus vibrante. Il raconte les jours d'après, 3 filles au moins, toutes pianistes, toutes magnifiques. Un fils aussi, un seul, il sera pharmacien.
bien sûr. Pépiniériste, peut-être. Leur premier mot à tous sera maman, puis Lucie, puis Bégonia, puis pharmacopée à la fin. Et vraiment, à la toute fin, si Dieu le veut, il y aura papa. Lucie lève les yeux au ciel. Le gronde, le chasse de la chambre. Il est impossible, vraiment. Elle aurait dû épouser l'autre, Poirine, le soldat. Elle aurait eu de l'allure en portant ses médailles. Alors ils partent d'un grand rire, tous les deux, amoureux comme jamais. Est-ce que c'est le bonheur? Oui, sans doute. Ou presque. Peut-être que j'explique qui est Poirine, parce que c'est un nom propre. Alors ça, c'est ce que raconte la mémoire familiale, parce qu'il n'y a pas de document, mais les arrière-petits-neveux, et même la petite-nièce, une femme de 96 ans que j'ai rencontrée, me disent que Lucie a d'abord été fiancée à un autre homme, et que le jour du mariage, elle a dit non. Ce qui donne une idée quand même du caractère de cette femme. Et cet homme s'appelait Poirine. C'était un officier non, pas à la retraite plus tard, bon, un officier qui deviendra colonel, puis ensuite prendra sa retraite. Et cet homme épousera ensuite la propre sœur de Lucie. Il épousera Marie. Donc elle va se retrouver belle-sœur de l'homme qu'elle a éconduit, ce qui est déjà assez savoureux. Mais en plus, tout ce beau monde va habiter quasiment la même maison, parce que le père de Lucie et de Marie, qui s'appelait Victor Lemoine, qui était donc ce pépiniériste, horticulteur, etc., qui était une célébrité mondiale dans son domaine, qui a fait fortune dans son domaine, à un moment, a offert à ses deux filles une très grande maison, ou plus exactement 2 maisons jumelles, mais absolument symétriques, une sorte de petit immeuble coupé en deux, avec une moitié pour les couets, une moitié pour les poirines. Et le jardin est en commun, parce que le jardin c'est sacré pour le pépiniériste. Et donc imaginez en fait que Coué a passé la fin de sa vie avec juste à côté le beau-frère, qui était en plus l'ex, je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui avait une histoire avec sa propre femme. En fait, il y avait de quoi faire un roman comique sur Coué. Ça aurait été facile en fait de se moquer de lui, de se moquer de la pensée positive, se moquer de quelqu'un qui passe son temps à dire tout va bien et à qui n'arrive que des catastrophes. Mais j'ai préféré chercher l'humanité qu'il y avait dans sa démarche. Évidemment, on peut se moquer de lui. Il pensait quand même que l'autosuggestion pouvait nous permettre de faire repousser nos cheveux, de choisir le sexe d'un enfant pour une femme enceinte, ou encore d'arracher une dent sans anesthésie. Voilà, il y a un côté farfelu. Mais la démarche qui consiste à faire quelque chose, même maladroitement, pour répondre à la détresse de ses contemporains, qui est assez largement une détresse liée à la Première Guerre mondiale, parce que vraiment c'est le moment où la méthode Coué devient un vrai sujet national, c'est la guerre, et quand Émile Coué commence à apporter une réponse possible, fragile mais possible, pour d'anciens soldats traumatisés par les tranchées, qui reviennent muets, qui reviennent amnésiques, qui reviennent avec des jambes folles ou ce genre de choses. Et ça, c'est magnifique d'essayer de faire quelque chose pour les autres avec les moyens qu'on a. Et donc j'ai cherché cette humanité-là, qui est en fait notre aspiration à tous à une vie meilleure et les formes que ça peut prendre. Sur le